Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Vendredi, un jour sans bourse, vendredi saint, avant un long week-end sans bourse, puisque lundi de Pâques est également un jour où les marchés sont fermés. Nous faisons le point donc sur une semaine qui est close. Vous en avez l'habitude, nous faisons le point, nous analysons, et sur le lien voisin, les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, vous pouvez rentrer dans des conseils précis. Donc à côté de moi, Franklin Pichard de Barclays Bourse. Bonjour Hubert. Bonjour Franklin. Alors rentrons tout de suite, vous en avez l'habitude, actualité d'abord. Le vif du sujet, cette semaine, affaire chypriote, son règlement, publication du déficit budgétaire français plus élevé encore que ce qu'on pouvait imaginer. Alors quelles conséquences? Les banques, l'euro, les économies européennes, les marchés? Eh ben, finalement, une semaine qui résiste plutôt pas mal. On baisse d'à peu près 1,03 sur la semaine, alors que l'actualité était très très riche. Chypre, on s'était quittés tous vendredi en éteignant nos écrans et en imaginant, avec cette culture de crise qu'on a maintenant, qu'on trouverait une solution la dernière heure avant l'ouverture pour apaiser les marchés. Voilà, le scénario s'est à peu près passé comme prévu, la solution a été trouvée. Le deuxième grand point d'attention des marchés, c'était la réouverture des banques. Et ben finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Pas de panique, tout s'est fait en ordre rangé, sans problème. Donc là aussi, les marchés ont pu ce jeudi reprendre un petit peu le sens de la hausse, renouer avec le range 3007-3008. Donc voilà, pas de panique, donc pas d'inquiétude, et on a tenu. Et sur les devises? La devise. Alors, vous avez en plus cette semaine une étude d'un broker disant qu'à 2 ou 3 ans, on sera à parité, 1 pour 1 sur euro-dollar. Il y a de l'argent à gagner. Alors finalement, c'est peut-être pas mal pour nos entreprises et nos exportatrices. En tout état de cause, on voit que l'euro reste, contre dollar, reste autour des 1,30. Il y a une étude graphique qui est sortie aussi d'un autre bureau qui voit l'euro-dollar à 1,23 d'ici le mois de juin. Donc voilà, on le sait, on est prévenu, mais finalement, c'est un mal pour un bien et ça va peut-être donner un ballon d'oxygène à nos exportatrices. Le secteur bancaire, secteur d'assurance, ça n'a pas trop douillé finalement après cette affaire chypriote? Non, ça a été violent, oui. Et en finale... Oui, finalement, on a craint le pire. En plus, on a eu des déclarations du FMI sur le secteur financier bancaire italien. On a eu la crainte et les conséquences de l'affaire chypriote sur les banques. Tout le monde a dit oui, bien sûr que les banques européennes ne sont pas forcément placées sur les banques chypriotes, mais elles sont placées sur les banques grecques, qui, elles, sont les principaux détenteurs des obligations chypriotes. Donc finalement on se mord la queue, on revient toujours au même problème, et puis après on était, quid ensuite? Alors après c'est Malte, après c'est les suivants, la Slovénie, etc. Donc on est dans un environnement où on continue à jouer, à se faire peur un petit peu, mais où finalement le pire n'est toujours pas certain, en tout cas il n'arrive pas. Alors justement, c'est quoi le prochain signe noir, comme on dit sur les marchés, qu'on peut craindre? Donc on a eu ce déficit français. C'est pas un signe noir parce qu'on s'attendait à ce que ce soit mauvais, c'est très mauvais, c'est sans plus. Oui. Alors le signe noir, c'est la deuxième partie du titre du bouquin de Taïeb, c'est la puissance de l'imprévisible. Alors la puissance de l'imprévisible, c'est quoi? C'est justement ce qu'on ne peut pas prévoir. Alors imaginons, écoutez, on est le dernier jour en tout cas on était hier le dernier jour du mois boursier, eh bien on va avoir bientôt les publications du T1, donc de mauvaises publications, des publications du T1 2013 plus dégradé qu'attendu, des signes de récession peut-être plus marqués, pourraient peut-être être, en tout cas, dans les imprévisibles les plus prévisibles de tous. Jusqu'ici, plus c'était mauvais, plus on se disait ça va être bon le coup d'après. Oui, mais c'est vrai. On était plus dans l'anticipation. Non, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que la grosse différence, c'est que quand on établissait des scénarios 2013, fin 2012, tout le monde disait, voilà, le point bas, c'est le premier trimestre. Donc on va voir, on va peut-être le valider, puisqu'a priori ça n'a pas été le dernier trimestre 2012, donc ça pourrait être celui-là. Mais on commence à entendre des voix qui disent finalement... Ça va peut-être durer un peu plus. Ça va peut-être durer un peu plus. C'est comme à chaque fois, plus on s'approche de l'échéance, plus on a envie de la reporter. Et d'une sortie de crise fin premier semestre, eh bien on dit peut-être plutôt fin deuxième semestre. Donc
peut-être effectivement un petit peu d'inquiétude des intervenants. Il y a un truc qui colle bien en revanche, c'est l'économie américaine, puisque statistique après statistique, on relève un peu les estimations. Wall Street est au plus haut, donc c'est des coûts records. Est-ce que d'une part ça va continuer? Est-ce que c'est joué? Est-ce que ça va tirer les autres économies? Alors, c'est joué. Les secteurs qui posaient le plus de problèmes, qui semblent maintenant définitivement sortis de la crise, qui est le secteur de l'immobilier. Oui. Et comme on dit, quand l'immobilier va, tout va. Typiquement, là, on a effectivement une nette amélioration de ce secteur-là. En revanche, on a pu avoir quelques indicateurs contrastés sur la confiance des ménages. Pas tant encore leur consommation, mais la confiance. Et on sait que quand la confiance n'est pas là, la consommation peut s'en ressentir. Pourquoi? Tout simplement parce que les effets de ce fameux fiscal cliff dont on a pu parler pendant des mois et des mois, mais à la conséquence directe, ça va être une augmentation des impôts aux États-Unis. Donc l'augmentation des impôts pour les ménages américains pourrait avoir une incidence sur la confiance. Moyennant quoi, personne aujourd'hui ne remet en cause cette croissance et cette reprise de la croissance. La seule chose qu'on commence à lire peut-être dans certains cas, c'est peut-être plus molle, plus longue, moins perceptible et moins vigoureuse que ce à quoi on pouvait s'attendre précédemment. Est-ce qu'elle va pouvoir entraîner le reste du monde, notamment l'Europe? Alors elle pourra le faire, elle ne pourra pas le faire seule. On a aussi des indicateurs chinois qui ne sont pas si mauvais que ça, qui aident et qui participent à la chose. On a les émergents au sens plus large qui participent à la chose, mais il est vrai que de toute façon, et on l'a bien vu, les marchés ont très fortement progressé en janvier-février, alors qu'il n'y avait aucune raison, mais ils l'ont fait en jouant les suiveurs du marché américain. N'oublions pas qu'hier, on a clôturé sur un SP 500 au plus haut historique, après avoir battu une dizaine de records depuis le premier trimestre. Voilà, c'était fait, ça a été calé hier, c'était le plus haut. Presque 5 ans et demi de hausse. Presque 5 ans et demi de hausse. Alors, dernier point, toujours d'actualité, le Japon avec son fameux plan de relance, avec un indice Nikkei qui a fortement progressé, 19% depuis le début de l'année, même s'il y a une perte de change en face. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on est toujours très, très étonné, très méfiant. On va lâcher le mot sur le... Parce qu'au Japon, on connaît, moi ça fait 25-30 ans que je fais ce métier-là, on a toujours entendu les plans de relance au Japon, mais on sait que derrière, ils sont rarement suivis des faits, et en tout cas pas de l'ampleur qui est annoncée au départ. Donc on va regarder, on va voir, on continue finalement de penser les problèmes, le tremblement de terre, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est pas une zone que nous privilégions, nous l'observons. Tant mieux pour cette hausse du marché. Nous sommes certainement passés à côté en ce qui nous concerne, mais il y avait d'autres choses à faire ailleurs, donc sans regret. Et juste de l'observation, mais pas de prise de position. D'accord. Alors, actualité toujours, les valeurs. Alors, on va commencer EADS. Annonce une refonte complète de son management, des rachats d'actions, des sorties d'actionnaires. Dans le même temps, l'État français vend un bout de Safran. Zodiac publie des très bons résultats comme d'habitude. Tout ce secteur, qu'est-ce que vous en pensez ? On disait à l'instant que voilà, on va arriver dans l'échéance des publications du premier trimestre. On a assisté à la chose suivante dans toutes les salles de marché, et plus exactement dans toutes les gestions. Un petit peu de nettoyage. On se dit que s'il y a des déceptions, les déceptions, elles sont saignantes. On voit les corrections qu'on peut avoir, des baisses de 10 ou 11% quand les résultats déçoivent. Donc c'est quelque chose que les gérants vont regarder attentivement. Et il s'est passé quoi ? On regarde les secteurs sur lesquels on a de la visibilité, de la croissance assise, réelle et exportable 2013-2014. L'aéronautique, bien évidemment, il suffit d'écouter, de voir régulièrement et de lire les contrats signés par Airbus, par Boeing, etc. Alors, ces sociétés-là, que ce soit Safran et que ce soit Zodiac par exemple, fournissent aussi bien Boeing qu'Airbus, donc c'est tout bénéfice pour les investisseurs. Donc vous allez plutôt sur celle-là que sur EADS ? Alors, EADS, on reste très positif parce que s'il y a quelque chose qu'on sous-estime toujours, c'est qu'il y a eu un énorme travail sur les lignes de montage et la production. Donc aujourd'hui, en 2012-2013, les cadences de production permettent à EADS de pouvoir améliorer et poursuivre sa progression. Donc on ne laisse absolument pas EADS à l'écart, et au contraire, on a profité des creux d'air, des trous d'air pour revenir dessus. Actuellement, le trou d'air, il est plutôt sur Safran, et c'est la raison pour laquelle
on met un petit peu plus Safran dans les portefeuilles. On a eu hier une publication de Zodiac, très beau résultat. Alors, il n'y a pas souvent de trou d'air, hein. Il faut des fauteuils d'avion, mais les ceintures sont bien attachées avec Zodiac. Oui, alors Zodiac, eux, ils n'ont pas trop de trou d'air, effectivement. Et on sait qu'effectivement, depuis leur rachat, il y a maintenant très très longtemps de Sigma Aerosite, ils font tout ce qui est cabine embarquée, sièges, etc., dans le domaine aéronautique, que ce soit pour Boeing ou pour Airbus. Donc voilà des sociétés sur lesquelles on a de la visibilité. Et le deuxième secteur qui bénéficie de cette visibilité, c'est celui qu'on a pu évoquer ou qu'on évoquera, c'est le luxe. Alors allons-y. On voit qu'il a une santé. Alors, Hermès, 270 €. Je vois que vous nous en aviez parlé au milieu du mois de novembre. Ça gagne 21% depuis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on regarde les autres grands acteurs du luxe en France, par exemple? Oui, alors on regarde les autres dans le luxe et on peut les passer très vite en revue. Quand on a parlé d'Hermès, on regarde graphiquement et ça se reproduira, je pense encore. Vous avez un range. Hermès évolue entre 220 et 280. C'est peut-être un peu décalé, non? Alors, même pas. Même pas. 220, 230, on achète, presque les yeux fermés. À partir de 260, on vend. On est au milieu de notre cible, 270. On prend nos bénéfices, on attend une correction et on reviendra se placer dessus dans quelques semaines, quelques mois, peu importe. En revanche, vous avez eu deux annonces assez intéressantes cette semaine. Vous avez une d'une part LVMH. LVMH sur une étude d'HSBC de Morgan Stanley. Morgan Stanley est passé à l'achat avec un objectif à 170 sur LVMH. Et HSBC a ressorti des hausses de prix qui ont été passées sur le début de l'année, sur les gammes de sacs toilés. Ça veut dire que cette hausse faisait suite à une hausse de 8 à 10% des tarifs qui était déjà intervenue en octobre 2012. Le pricing power de LVMH lui permet de faire passer des hausses de prix, mais là, très rapprochées. Jusqu'où ira-t-on et jusqu'où le consommateur suivra? Hermès, Gucci, j'en sais rien, peuvent devenir plus intéressants pour le consommateur. Et en l'occurrence, effectivement, vous avez raison, c'est que les investisseurs aujourd'hui regardent ce qu'on est en train d'écrire comme histoire autour de PPR, qui changera de nom le 18 juin à la faveur de l'Assemblée générale. Et autour de PPR, il y a toutes sortes de choses beaucoup plus intéressantes. Vous avez les petites marques déjà. Les petites marques, elles représentent 25% des ventes. Les petites marques, c'est Bottega Veneta, c'est Yves Saint Laurent, c'est Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen, etc. C'est une très grosse valeur patrimoniale, parce que chacune vaut sûrement très très cher. Chacune vaut beaucoup d'argent, et puis surtout aujourd'hui, vous avez un déficit de diffusion de ces marques-là. Un autre exemple, vous avez 460 boutiques pour Vuitton, vous en avez 429 pour Gucci, et si vous regardez Hermès, vous en avez 350. Pour une société comme Bottega Veneta, vous n'avez que 196 points de vente. Donc, que ce soit pour celle-ci ou pour les autres petites marques du groupe, vous avez un véritable potentiel d'appréciation et de puissance et de relais sur cette société. Je prends des bénéfices sur Hermès et j'arbitre plutôt en faveur de PPR, futur Caring, oui, exactement. Et puis dernière petite chose, PPR a annoncé cette semaine la finalisation de la vente de choses qu'on attendait depuis longtemps, vente de Cyrillus, vente de Verbaudet, donc tout ce qui est le recentrage se fait toujours sur le luxe. Rapidement, deux petites nouvelles dans les sociétés d'investissement. AXA vend AXA Private Equity et Wendel a publié l'état de son portefeuille, etc. Alors, Wendel a eu une publication qui traduisait un petit peu ses participations dans 2-3 entreprises, dont Saint-Gobain par exemple. C'est-à-dire que son bénéfice a été plus que divisé par 2. Donc peut-être en quelque sorte une déception de marché, mais quand on regarde l'actif net réévalué de Wendel, il est de 132 € par titre. Autour de 80-85 €, le potentiel d'appréciation aujourd'hui chez les brokers en général est un upside d'environ 20-25%, puisque on imagine assez facilement, toutes choses égales par ailleurs, mais un objectif de cours largement répandu autour de 100 ou 110 € sur Wendel, par rapport à une décote normale d'une holding de participation, mais autour de 100 € d'objectif par rapport à des cours de 80 €, ça peut, sans
faire de mal est un titre entré en portefeuille. Ingenico, juste très très vite. Ingenico a un plan 2016 conforme, des beaux développements, des belles promesses et des beaux résultats sur les émergents. Donc on continue de se laisser porter. C'est la fenêtre de sortie, les émergents et le plan 2016 qui donne confiance au marché. Il y avait une réunion d'analystes. Tous les analystes que nous avons écoutés ensuite sont vraiment ressortis avec un sentiment fort. S'il faut jouer une société dans ces secteurs-là, en plus des matières sur lesquels après quelques acquisitions récentes, ils sont quasi exclusifs, le offline, le online mobile. On peut rester positionné sur de l'Ingenico et il y a des drivers qui vont militer en faveur de la hausse de ce titre. Dernier point, Sequana, donc le carton, c'est souvent considéré comme un élément anticipateur des cycles. Voilà. Ils ont un peu déçu. Là. Eh bien forcément, là effectivement, Sequana, c'est donc le carton ondulé, les cartons spéciaux, etc. Mais c'est vrai, quand on est des vieux boursiers, pour surveiller la reprise économique d'un pays, on regarde ces sociétés-là et les prises de commandes. Et effectivement, quand vous avez des commandes, vous avez besoin de les mettre dans des cartons pour les livrer. Typiquement, c'est quelque chose qui... A fortiori, on a parlé de la crise de ce premier trimestre, on a parlé de la crise en général en 2012. Sequana a subi de plein fouet. Il y avait des pertes cette année qui ont été annoncées. Typiquement, on surveille uniquement Sequana, mais on n'achète pas Sequana dans un contexte économique particulièrement érodé en ce moment. Alors, gestion assez rapidement. Aujourd'hui, vous faites des arbitrages sectoriels, géographiques Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur ce premier trimestre, on s'est aperçu que finalement, l'ensemble des gérants, ou nous, on avait pris des positions plus offensives et cycliques fin 2012, que fin 2012, on a été payé de retour par la très belle hausse de janvier et février. À partir de mi-février, on a vendu ces positions, et quand on a pris au moins une partie de nos bénéfices sur ces positions, le recentrage et les arbitrages que nous effectuons se font sur des secteurs à visibilité pendant la période trouble que nous allons traverser. La santé, Sanofi qui a sorti des publications de phase 2 sur des médicaments qui est une très belle valeur, qui continue d'être une belle valeur avec un potentiel élevé. Et puis on a cité l'aéronautique, le luxe pour ne citer que cela, ou l'agroalimentaire qui continue d'être acteur dans cet environnement. Aussi. Et du point de vue géographique ? Alors on continue de surveiller les valeurs qui ont, on l'a dit tout à l'heure, ont une forte ouverture, soit sur les émergents, soit sur les États-Unis. D'accord. Alors le syndrome de mai, puisqu'on va bientôt être en avril, en tout cas la prochaine fois que la bourse reverse en avril, je vais en mai et je m'en vais. Oui, sail in May et go away, comme dit la formule boursière répandue. Peut-être, qui sait, je ne sais pas. Vous savez, cette correction... Vous êtes plutôt plus prudent, de toute façon. On est forcément plus prudent parce que là, on voit quelques petits nuages qui s'amoncellent dans le ciel. Donc, effectivement, mais je crois qu'il n'y a pas de règle écrite, même s'il y a effectivement quelques signes convergents de mois de mai qui sont relativement mauvais. Mais pourquoi pas, oui. Juste un mot sur l'offensif. En tout cas, les banques, beaucoup de prudence. Les banques, vous êtes comment ? Alors autant sur les banques, on a été certainement plus offensif sur les banques qu'on ne le serait actuellement. On sait que c'est le secteur le plus volatile qu'il soit. Il est réservé à une catégorie d'investisseurs, ceux qui sont prêts à faire de l'intraday, à faire du stock picking, à revenir et qui n'ont pas peur de rentrer quand les titres comme Crédit Agricole, Société Générale en tête, BNP dans une moindre mesure, mais tous ces titres quand ils baissent de 2, 2,5 jusqu'à 5 ou 6%, eh bien là oui, ce sont des opportunités pour rentrer. On les garde et on joue un petit peu l'effet de balance. Et alors juste, dernier mot, sur une allocation d'actifs, vous êtes toujours très action ? On est très action, mais en ce moment, on est peut-être un petit peu plus prudent. On a refait du cash. On est toujours, malgré tout, il y a eu de très belles émissions corporate. On a eu une Peugeot qui permettait de délivrer du 7%. Donc, si vous ne croyez pas à la faillite de Peugeot, on peut quand même acheter Peugeot à travers des obliques corporate. Donc, on a eu quelques points d'entrée sur des obligations corporate. Mais effectivement, en ce moment, on s'efforce de ne pas avoir plus de 55% en actions. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci Franklin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis, sur le lien voisin sur le même site pour avoir les conseils précis de cette semaine. Au revoir.